regarder, à dévisager des milliers d'hommes et de femmes. Apprendre à peindre, à sculpter, à reconnaître les formes, à les malaxer. À suivre des traces de pas, à chercher des empreintes. À rêver de crânes parfaits et de nouvelles découvertes. Et s'adapter au rythme de l'évolution de l'homme et de la science. Elle est connue et reconnue pour le supplément d'âme et d'émotion qu'elle offre aux spectateurs qui se livrent pendant quelques secondes ou quelques minutes à un intime face-à-face avec nos ancêtres. Depuis 10 ans, elle a laissé grandes ouvertes les portes de son atelier de Belleville, acceptant d'être suivie et épiée par des caméras légères et indiscrètes. Un travail unique qu'il fallait mettre en mémoire pour elle-même et maintenant pour les autres. Un face-à-face auquel nous convie Elisabeth Deynes, sculpteur en préhistoire. Toumaï, 7 millions d'années. Aurorine, 6 millions d'années. Pas à pas, l'histoire de nos origines se construit. Marcher, devenir bipède, grimper dans les arbres pour échapper aux prédateurs carnassiers. Les groupes d'Australopithèques, vulnérables, ne quittent pas leur berceau africain. C'est aux Homo habilis, Homo ergaster et leurs descendants Homo erectus que revient le privilège d'être les premiers explorateurs d'un monde nouveau. Ils entament une longue migration de 2 millions d'années vers d'autres continents. Ils sont en lutte constante face à des environnements bouleversés par des catastrophes naturelles et des chocs climatiques fréquents. L'homme résiste. La nature force l'homme à s'adapter, à évoluer en quelques milliers d'années. Des mutations génétiques parfois brutales ont pu accélérer l'apparition de types d'hommes différents. Une éventuelle explication à l'émergence simultanée des Néandertaliens et des Homo sapiens. Il y a au moins 50 000 ans s'achevait le peuplement des 5 continents. Elisabeth Deynes, envahie par la passion de la préhistoire, a fait, grâce à ses créatures, un voyage à travers le temps de 7 millions d'années, de Toumaï à Cro-Magnon. En paléontologie, un bon moulage de crâne devient un objet très convoité, tant par les chercheurs eux-mêmes que par les sculpteurs. Pour elle, une reconstitution ne vaut que par sa validation scientifique. Cette rigueur a facilité sa quête inlassable de nouveaux moulages. L'annonce d'une découverte aiguise sa curiosité et stimule son imagination. En 1998, elle se rend à Tel Aviv dans le plus grand secret, à l'invitation de Yoel Rak, directeur du laboratoire d'anatomie et d'anthropologie de la faculté de médecine. 2 moulages de crâne d'Australopithèques exceptionnels mis au jour par Tim White, Don Johansson et Yoel Rak l'attendent à l'université. Pour des raisons de confidentialité, les crânes ne doivent pas quitter Israël et ne pas être filmés avant d'être recouverts de terre. En provenance d'Éthiopie, comme Lucie, ils ont le même âge, 3,5 millions d'années. Elisabeth baptise affectueusement le mâle Lucien. Elle commence son face-à-face avec lui. C'est très beau. Je t'ai juste dit hier de faire ça un peu plus plat.
Tu penses que c'est normal que je fasse ça là-dessus? Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé comme ça dans le détail. Mais bon, c'est amusant. C'était très intéressant de travailler dans son laboratoire parce que je l'avais à portée de main et constamment il m'apportait des informations. Tu vois, ici, c'est trop épais. J'ai démarré le modelage en terre sur le crâne. Donc une fois qu'il l'a contrôlé, accepté cette forme, j'ai pu commencer à faire des rides, à faire tous les détails, à peaufiner toute la tête, quoi. C'est très beau. Ensemble, ils façonnent une ébauche de corps en polystyrène. Ça, c'est bon. Elisabeth prend des repères. L'encolure doit s'emboîter parfaitement avec le haut du buste. Plus c'est large, mieux ça marche. Elle marche comme... Comme un humain. Mais je pense que même les humains, on marche comme ça. On ne le voit pas, on ne se rend pas compte. On se déplace comme ça. Lucie est plus large, donc elle marchait encore plus comme ça. Elisabeth Daynes reçoit les dernières recommandations de Yoel Rak. De retour dans son atelier de Belleville, elle entame avec Christine Berge, directeur de recherche au CNRS, le modelage des corps des deux australopithèques afarensis. Sous le regard impassible de Lucien, Elisabeth et Christine font et défont le corps de Lucie. Là, attendez, je vais vous dire tout de suite. Au début, j'ai pensé que j'allais faire juste quelques petits éléments, j'allais donner à Elisabeth quelques mesures du corps, les proportions, etc. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça nous paraissait parce qu'il fallait que ces éléments collent les uns avec les autres et il fallait surtout que la posture soit correcte. Non, attendez, lequel est en avant? C'est ce bras-là, alors attendez. Donc c'est l'inverse. C'est cette jambe qui sera en avant. C'est là qu'il faut que ça soit en avant. Elle doit être crédible, en position de marche. Un fulgurant flashback de 3,5 millions d'années. Christine Berge, si sceptique sur l'intérêt même des reconstitutions, entrevoit tout à coup la possibilité de visualiser, de toucher des formes, de passer de la théorie à la pratique. Christine sort des moulages de bassins et reprend pour la énième fois des mesures. Elle se jette à corps perdu dans ce projet, donner à Lucie une allure d'australopithèque. Et puis, alors, ce qui était aussi assez compliqué, c'est qu'il y a des parties du corps que je connais bien et d'autres, par exemple le pied, j'ai des collègues qui travaillent sur le pied. Donc il fallait aussi voir si ça coïncidait avec les théories ou les idées des paléontologues. Et en fait, Lucie, elle avait encore cette marche en rotation. Mais cependant, vous voyez, ce que le chimpanzé n'a pas, c'est nous, on est capable de mettre nos genoux en position rapprochée, comme ça, adduction. Parce qu'on a un angle sur le fémur qui permet ça. Parce qu'il marche comme ça. Ah non, sur les mains. Ouais, mais les pieds... Les mains, mais les pieds, ils ont leur l'orteil généralement très écarté et souvent ils mettent les Ah ouais, d'accord. Ils replient les appuis là. Oui. D'accord. Vous savez, ils ont les cuisses d'abord. Nous avons les cuisses étroites ici, mais le chimpanzé, c'est large. Ouais. Puisque le bassin n'est pas fait de la même façon. Alors les deux jambes sont parallèles. Il a les pieds comme ça. D'abord, il marche sur le bord externe des pieds. Ouais. Et puis, il pose ses mains comme ça. Et il a le buste un peu comme je suis en ce moment, d'ailleurs. Les intuitions du sculpteur complètent les connaissances en anatomie du chercheur. Nuit et jour, elle se relaie au chevet de cette petite femelle d'1,05 m. La morphologie du bassin de Lucie, clé de voûte de tout corps humain, est particulière.
Large comme celui d'une femme actuelle d'1,70 m, il lui donne une silhouette disproportionnée. Le découragement s'installe face à une sculpture sans harmonie ni équilibre. Les muscles doivent être puissants et fuselés, les fesses plates et petites, les bras longs et les mains interminables. Le squelette assez complet de Lucie, découvert en 1974, a permis d'aboutir à une reconstruction validée par la communauté scientifique. Lucien n'a que son crâne à offrir à Elisabeth, mais il va bénéficier du travail effectué sur sa compagne. En respectant les proportions, Christine et Elisabeth construisent, sculptent le corps du mâle d'1,35 m. Le dimorphisme sexuel, la différence dans certaines espèces entre le mâle et la femelle, est ainsi respecté. Pour les seins de Lucie, un fossile n'apporte pas d'informations. Il y avait plusieurs solutions. On pouvait faire des seins fripés, aplatis, comme on peut trouver chez certaines femelles chimpanzés. Donc j'ai opté pour des pectoraux développés, des seins qui ne sont pas très gros, mais qui ne sont pas flétris. Pour le sexe de Lucien, on n'avait aucune information. Donc, ou opter pour un sexe de singe, ou humain. Et là, délibérément, j'ai fait un sexe humain, parce que sexe de singe, je ne me l'imaginais pas sur ce corps-là. Commandés par le Muséum d'histoire naturelle de Vienne, Lucie et Lucien doivent pouvoir marcher ensemble et en bipédie sur les célèbres traces d'Australopithèque de l'Aetoli en Tanzanie, identifiées en 1977 et datées à 3,7 millions d'années. La route est longue, entre un corps en terre et celui plus souple en élastomère. Sur le plâtre vieilli coule une première couche de silicone blanchâtre. L'étalement doit couvrir d'une épaisseur égale tout le corps. Une seconde couche blanche, puis une troisième rouge pour vérifier cette uniformité de répartition, avant une quatrième couche blanche. Elles forment une membrane souple, bientôt enfermée dans une coque en résine. Deux jours pour un buste et 5 jours d'un travail à la précision quasi chirurgicale pour un corps entier. C'est étape par étape le temps nécessaire avant d'arriver à l'instant magique du démoulage. Commencent alors les travaux les plus délicats, la pose des yeux, primordial. Éviter tout strabisme, même léger. Comme chez les humains, tout est dans le regard. Non? Non, moi je le trouve bien là. Ah ouais, il est bien. Hein? Ouais, il est bien. Ça, c'est un bon regard, ça. Hein? Ouais. Alors, il ne faut pas le bouger. Hein, Elisabeth couvre le visage en silicone d'une couche de peinture qui imprimera définitivement la bonne coloration. Un dosage de pigments dont elle protège jalousement la recette. Des pinceaux de tout poil déposent en subtil pointillé le savant mélange sur la peau de plus en plus cuivrée de Lucie. Depuis 1974, date à laquelle le monde entier célébrait sa découverte en Éthiopie, Lucie demeure la star incontestée de la paléontologie.
Oui, c'est une vraie histoire. Et on s'attache énormément. J'ai passé 7 mois où j'ai vraiment vécu avec eux, où je les ai fabriqués. J'y pensais du matin au soir. Donc là, je vivais à l'heure australopithèque. Ça marque, c'est clair. Et ça apporte énormément de satisfaction. Là, je suis vraiment très, très heureuse de les avoir finis. Je les trouve très beaux et j'ai donné tout ce que je pouvais. Tu te sens un peu leur maman quand même. Ah oui, tout à fait, oui. Une maman qui n'hésite pas à faire appel à son jeune fils Martin pour prêter son visage juvénile à la réalisation d'un masque de théâtre. Amis, comédiens et familiers se sont succédés à l'atelier depuis sa création en 1985. Le visage, les pieds, les mains, le sexe parfois, sont moulés le plus vite possible. Un dialogue permanent s'instaure entre le mouleur et son modèle. Il limite le stress de voir dans le miroir son visage recouvert d'un liquide épais et visqueux. Une membrane gélifiée se détache de la peau. Ferme déjà, peut-être. J'ai envoyé un CV au Théâtre National de la Salamandre en espérant qu'ils nous allaient recruter de jeunes équipes pour la création. Et il s'avère que ils ont répondu favorablement à ma demande et j'ai été engagée comme maquilleur, effets spéciaux, accessoiriste. Voilà. Le metteur en scène de la troupe faisait beaucoup de créations avec des transformations, des faux nez, des fausses dents, des têtes déformées, beaucoup de prothèses. Donc j'ai pu énormément travailler les mousses, le latex, le modelage, le moulage. Comme au théâtre, l'atelier de Belleville a son décor et une atmosphère particulière. Un repère, une tanière d'artistes aux fortes odeurs. Dans un bric-à-brac organisé, elle stocke les terres de faïence, les colorants, les cheveux, les peaux et des centaines d'outils dont la présence rassure. Dans les coulisses se fabriquent les accessoires en tout genre, dont les moules iront rejoindre le couloir magique. Des anonymes en plâtre voisinent aux côtés de Lambert Wilson, Philippe Noiret ou Nick Nolte. Ils côtoient des créatures fantastiques ou inquiétantes, nées des fantasmes des gens de théâtre ou de cinéma. Ils racontent à la fois toute une vie de sculpteur et l'historique de nos origines. Après les australopithèques, les Homo habilis, les Homo ergaster et les Homo erectus envahissent l'atelier. Homo habilis, l'homme habile d'1 800 000 ans représenté par une jeune femelle kenyane. Sa dentition est exceptionnelle. Elisabeth confie la copie des dents fossiles à son prothésiste. Ça, en fait, c'est ta glaison. Voilà, c'est le petit habilis. Elle va être regardée un petit peu en dessus. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça, il faut recréer le bloc, mais essayer de le recréer finalement en symétrie de l'autre côté, puisqu'il existe. Qu'il y ait une trace, une ombre. Ouais. En quelques jours, il en réalise le moulage et restitue l'ensemble mâchoire, mandibule et gencive. Mise en bouche toujours délicate, il faut placer la prothèse et coller. Tu montes un tout petit peu. La petite habilis apeurée contemple son poignet. Le silex a entaillé la chair. Un filet de sang s'écoule. Homo ergaster, l'enfant du Turkana, 1 500 000 ans. C'est la découverte majeure de Kamoya Kimeu, guide kényan et grand chasseur de fossiles humains. Il exerce encore ses talents en rejoignant comme ici une mission franco-kenyane, celle d'Hélène Roche, directeur de recherche au CNRS. Le squelette que Kamoya Kimeu a mis au jour est quasi complet. C'est celui d'un adolescent de 14 ans. Il a cette morphologie longiligne qui caractérise encore les Turkanas actuels. Hommes, femmes, enfants, jeunes ou vieux.
La reconstitution resplendit dans un puits de lumière du musée des Aisy en Dordogne. Homo erectus, l'homme de Pékin, 500 000 ans, plus communément appelé le Zhoukoutian, nom de la localité proche de la capitale chinoise où il fut découvert dans les années 20. Personnage clé du peuplement de l'Asie, petit, 1,65 m mais robuste, cet Homo erectus avait un volume crânien plus important que ses ancêtres africains, 1200 cm3 au lieu de 800. Il connaissait le feu. Sa force et son endurance devaient lui permettre de chasser et pêcher du gros gibier. Sortir un esturgeon de l'eau était à sa portée. À Tahiti, pour le musée de la Perle, l'équipe de l'atelier a dû perfectionner les techniques de fabrication des poissons. Moulage plus rapide, peinture très nuancée. Homo erectus ou encore Homo georgicus, 1 700 000 ans. Une des 3 plus belles découvertes de la décennie avec Toumaï et Aurorine. Un couple préhistorique un peu glamour qui a eu les honneurs de la couverture du magazine Science. Elisabeth a une vraie réflexion sur la chevelure. Noir, châtain foncé un peu crépus, très bouclé. Un choix subjectif. Instinct et déduction plutôt que rigueur scientifique. Personne ne sait. Alors elle pioche dans un stock de mèches acheté au poids. Les cheveux proviennent le plus souvent de l'Inde. Ainsi parés, les Homo georgicus peuvent retrouver leur site d'origine. Ancienne province russe, la Géorgie indépendante figure désormais en bonne place dans tous les livres de préhistoire. Oh là là! Directeur du musée d'État de Tbilissi, David Lorkipanidze conduit aussi les recherches qui ont depuis 1991 fait apparaître 4 fossiles en très bon état de conservation. Il bouleverse l'état des connaissances sur les migrations de l'homme. Et tu sais, tu as changé la vision de préhistoire ici, c'est vrai. En Géorgie, maintenant, ce couple est très connu, la vedette. C'est vrai, oui. Oui, parce que c'est très important pour les musées qu'on peut parler avec le public. Oui, c'est un support de discussion. Oui, C'est une découverte exceptionnelle qui a eu lieu à Dmanisi et qui occupe une place parmi les 10 plus grandes découvertes du XXe siècle. Les premiers vestiges sont apparus en 1991, avec la découverte par les chercheurs en paléontologie et en anthropologie d'une mâchoire avec toutes les dents, 16 dents. En 2003, Édouard Shevardnadze, encore président de la Géorgie, inaugure l'exposition. J'ai quelque chose pour toi, regarde. Waouh! C'est pas mal, non? Ah, c'est une merveille, vraiment. Oui, c'est une nouvelle découverte. C'est le même niveau, tu sais. Ça veut dire qu'au niveau de l'âge, il a le même âge que les deux autres. Oui, c'est 1,7 million, 1,8 million. Et tu as pu déterminer quel sexe, si c'était plus... Oui, je pense que c'est un teenager. Un petit garçon. Un petit garçon. Un petit garçon. Oh, il est super, super. Ces Homo erectus, partis d'Afrique il y a 1,8 million d'années, sont regroupés sur un site exceptionnel, Dmanisi, à 2 heures de voiture de la capitale, Tbilissi.
Derrière les vestiges d'un village médiéval se cache le site de fouilles paléontologiques le plus riche du monde en fossiles humains de plus d'1 million d'années. Voilà, on arrive à Dmanisi. Tu vas voir, le site est beaucoup changé. Il est impressionnant. Tu sais, on ne trouve pas souvent le reste humain assez ancien, tu sais, dans le site médiéval. Juste là, on a trouvé cette mandibule. Et là, elle est aussi datée de la même période? C'est la même période. Tous, ils datent ici, 1,7 million, 1,8 million. Et on peut dater assez précisément, parce qu'on a le centre volcanique et on date directement là. Mais ma première impression, c'était waouh! Il est splendide, ouais, il est très complet. Ouais. Et alors, comment on peut s'expliquer un tel état de conservation? Oui, c'est un hasard, c'est le hasard, mais c'était posé très vite. Et on a aussi sédimenté très vite. Et on a le couche géologique très fort, c'est un calcaire qui protège toutes les ossements. À ton avis, quels sont les différents scénarios qui expliquent qu'il y ait une telle population concentrée sur ce site? Oui, c'est une histoire criminelle. Il faut faire l'investigation. Mais on pense qu'on a eu un petit lac. À bord du lac, on a eu la compétition entre les carnivores et les hommes. Et c'est le résultat. Pas tout le monde était très succès. Il n'a pas beaucoup un grand succès, les hommes, dans cette compétition. Mais bon, c'est le résultat, je pense, oui. Mais on n'a pas encore fini les fouilles. On a fouillé seulement 5% de la... 5% 5%, c'est-à-dire on n'a pas encore la réponse. So, crime story still. Enfin, c'est extraordinaire. Si 5% vous avez déjà un tel résultat, ça promet Oui, on peut dire que c'est le site exceptionnellement riche. Et chaque année, on trouve les choses. Homo ergaster et Homo erectus se dispersent par petits groupes en Europe. Certains voient leur progression ralentie ou stoppée net par de longues périodes de grand froid. D'autres continuent leur itinérance. Tous s'adaptent à leur environnement, à une nourriture plus ou moins riche qui influe en plusieurs millénaires sur leur morphologie et certaines caractéristiques physiques. Suivant le pays, Allemagne ou Espagne, ils sont baptisés Homo heidelbergensis ou Homo antecessor. Dénominateur commun, les hommes de Néandertal seraient leurs descendants. Trapus et robustes, aptes à affronter des climats rigoureux, ils traversent de larges territoires jusqu'à Gibraltar, lieu de leur disparition. C'est la famille que la sculptrice connaît le mieux. Hommes, femmes et enfants néandertaliens, créés à Belleville, forment une tribu d'une quinzaine d'individus, dispersés dans plusieurs musées du monde. Énormes et complexes, leur crâne massif nécessite plus que tout autre un examen approfondi. Avant de se lancer dans une nouvelle reconstitution, Elisabeth fait appel à Jean-Noël Vignal, docteur en anthropologie à l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Il est l'auteur d'une thèse sur Néandertal et d'une autre en paléontologie, l'étude des maladies anciennes. Il intervient aussi sur les scènes de crime, les catastrophes naturelles ou non, et participe à l'identification des victimes. Dresser un portrait robot fait partie de son quotidien. Faire parler un crâne, la partie du squelette qui en dit long sur l'âge, le sexe, la morphologie. Jean-Noël. L'expertise de Jean-Noël Vignal lui permet de passer d'un homme actuel à l'homme de Néandertal, notre ancêtre de 40 000 ans, en appliquant les règles de la reconstitution faciale basée sur la déformation d'images par informatique ou warping. On va aller voir les crânes? Oui. L'architecture crânienne des Erectus ou Australopithèques est trop différente pour utiliser la même méthode. C'est simple, presque un jeu d'enfant. Jean-Noël Vignal applique sur le crâne des points références précis. Il les signale par un bout d'allumette fixé à la pâte à modeler.
2 traits de couleur indiquent à Elisabeth les minimums et maximums de tissu mou à déposer sur la structure osseuse. Tout au long de la sculpture, elle tiendra compte de ces repères. Enrobés de terre, ils mettront très vite en évidence ces caractères néandertaliens qui suscitent tant d'interrogations. Menton quasi inexistant, nez volumineux et projeté vers l'avant. Un front incliné au-dessus d'arcades proéminentes, le tout porté par un crâne surdimensionné, soutenu par une nuque aux muscles noueux. Pierrette de Saint-Césaire, la nouvelle héroïne d'un petit village des Charentes, porte sur le visage tous ces caractères pas toujours esthétiques. Je ne pétris pas vraiment la terre comme pourrait le faire un potier. Je l'applique avec minutie, par moments je vais lisser avec les 2 mains et de l'eau. C'est doux, c'est très sensuel. En permanence, je dois arroser la terre pour qu'elle ne fissure pas, pour éviter toute craquelure. J'utilise une terre de faïence très fine qui a un joli ton de gris chaud et qui met très bien en évidence les reliefs des visages. Bernard van der Merch, ancien directeur du laboratoire d'anthropologie de l'Université de Bordeaux, apporte à Elisabeth le poids de 40 ans d'expérience entre études en laboratoire et surtout sur le terrain de tous les fossiles néandertaliens. Il a rendez-vous avec Pierrette. C'est vrai qu'elle est assez vivante. Moi, je trouve qu'elle est impressionnante. Elle est pas mal. Ah, oui. Il est bien évident que parce que c'est un peu nous-mêmes, la reconstitution que l'on fait est évidemment fonction des idées du moment. Alors, en plus, il y a le fait que, c'est vrai, Elisabeth Daenès a personnalisé, si je puis dire, cette reconstitution, et que ça donne une image qui, en quelque sorte, provoque un peu une certaine émotion, si vous voulez, puisque c'est... On se dit, peut-être que ces gens qui vivaient, cette jeune femme qui vivait là il y a 35 000 ans, oui, peut-être qu'elle était comme ça, exactement comme ça. Le concept d'exposition, voulu par le directeur du Musée des Sciences de Barcelone, est une nouvelle étape dans la réhabilitation des hommes de Néandertal doués d'une intelligence au moins égale à celle de Cro-Magnon. Avec les Néandertaliens apparaît la compassion, une prise de conscience de la souffrance de l'autre. Debout, il assiste à l'agonie de son compagnon. Il y a toujours eu de latent une passion pour l'anatomie du corps. Et à un moment donné, je sais pas, vers entre 10-12 ans, j'avais envie d'être chirurgien. Chirurgien, pourquoi? C'était pas nécessairement pour sauver des vies, c'était de la curiosité, c'était une envie d'ouvrir et de voir qu'est-ce qui se passait, comment c'était organisé. C'était vraiment fouiller, me dire bon, je vais ouvrir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, on va voir.
Spectacle nocturne dans la cour de la Grâce de Dieu à Belleville. Dans la chaleur d'une nuit d'été, Elisabeth et Céline en terminent avec les ultimes retouches. On coupe les poils qui dépassent et on ajoute ceux qui manquent. Barbe, moustache, cils. Le transporteur sera ponctuel. Le camion ne peut franchir le porche de l'impasse. Habilis et Néandertaliens s'attardent dans la rue avant d'embarquer. Vous êtes là? Toute la journée? Non, on charge, on est en train de charger. Charger quoi? Les sculptures dans le camion. Mais c'est pas vrai, tu vois. Ici, vous êtes sûr qu'on ressemblait à ça, nous? Hein, vous êtes sûr que nous, on ressemblait à ça? Destination Barcelone. L'ouverture du nouveau musée des sciences est imminente. Le concept est novateur. Tout public, ludique et interactif. Jorge Wagensberg en est le concepteur et le directeur. Aidé par la plus grande banque catalane, ce physicien de formation a créé le musée Cosmo Caixa, en faisant sienne les passions premières d'Albert Einstein, les formes de la nature. Comme elles obéissent toutes aux principales règles de la physique, de la biologie et de la chimie, il les expose de façon esthétique et pédagogique. À chaque exposition correspond une manipulation scientifique simple et efficace, que chacun peut démarrer ou faire évoluer. Exposer les œuvres d'Elisabeth était un pari audacieux. Le musée est basé dans la réalité des objets réels et des phénomènes réels. Ça, dans une époque où tout est, ce sont des simulations, des ordinateurs, etc. La seule chose qui n'est pas un objet réel originel, c'est ton travail. Mais ton travail est là comme une théorie scientifique. Maintes fois, lors d'expositions, j'ai entendu des adultes ou des enfants me dire « mais ah bon, mais c'est un Néandertal, mais c'est comme ça ». Mais on pensait vraiment que c'était un monstre rempli de poils, une bête hideuse. Il y a encore dans la pensée des gens cette image-là.
rien que pour ça, c'est important de leur montrer que non, ils étaient comme nous, quoi. Et puis aussi, chaque fois qu'il y a une expo, on voit que ou adultes ou enfants sont absolument emballés, fascinés, émus par ce qu'ils voyaient. Bon, donc ça prouve que c'est important de les faire. Ils n'auraient pas eu la même émotion devant un squelette, quoi. Célébrée en Catalogne, Elisabeth l'est aussi en Dordogne pour l'ouverture du musée des Eisi de Taillac. Le musée national de préhistoire fête le retour au pays de son Cro-Magnon en chair et en os. Son squelette fut trouvé en 1874, révélant l'existence d'un homme moderne différent de l'homme de Néandertal, dont il a sûrement précipité la disparition il y a 27 000 ans. Plus grand, plus svelte que ce dernier, dévoreur de grands espaces, Cro-Magnon occupe un territoire sans cesse plus étendu. D'immenses falaises calcaires truffées de galeries profondes lui offrent des vues imprenables sur la vallée. Les hommes de Cro-Magnon couvrent les parois des grottes d'œuvres d'art d'une qualité inouïe, principalement en France et en Espagne, à Lascaux, Chauvet et à Altamira. Ces premiers artistes s'emparent des reliefs naturels des abris sous roches. Ils sculptent des corps de femmes, des félins, des chevaux, des bouquetins, à Cap Blanc et Angle sur l'Anglin. Il y a 15 000 ans, la culture magdalénienne est à son apogée. Celle-là qu'on avait brûlée, peut-être qu'on peut utiliser des photos. Oh, ça serait bien. Non, parce que regarde, moi ce que j'ai, c'est beaucoup. Enfin, ça a un côté beaucoup trop éclatant, trop moderne. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont hommes et femmes de la préhistoire s'habillaient. Les fibres végétales, les peaux de renne ou de lapin disparaissent sans laisser de traces. Dans ces conditions, la science procède par déduction et logique. Elle étudie les modes de vie et notamment les habitudes vestimentaires de groupes humains actuels confrontés à des milieux hostiles. Les Esquimaux, les Aborigènes, les Touaregs. De Cro-Magnon vers 35 000 ans aux Magdaléniens vers 12 000 ans, le vêtement profite pleinement de la découverte des pigments colorés, des coquillages décoratifs et d'outils très fins pour la couture. À peu près vers 7-8 ans, j'ai commencé des cours de peinture et de dessin. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû avoir mes premières émotions artistiques, en démarrant la peinture à l'huile et la peinture au couteau. Je dessinais un peu de tout, des objets dans la maison, des natures mortes, des arbres, des paysages. C'était déjà une passion dévorante, je voulais vraiment être peintre. Le 19 septembre 1991, un corps humain momifié surgit de la glace à 3200 mètres d'altitude. La fonte du glacier de Similone dans les Alpes italiennes expose à la lumière un Homo sapiens de 46 ans portant barbe et tatouage. Comment est-il mort? De froid, d'épuisement, de blessures infligées par un loup ou par d'autres hommes armés. Une hache trouvée à ses côtés permet de le placer dans l'échelle du temps à 5000 ans en pleine période du néolithique. Toutes les analyses scientifiques possibles ont été réalisées sur cette momie, donnant des indications précieuses sur le mode de vie dans cette région. Otzi, puisque c'est de lui dont il s'agit, est une sorte de cobaye préhistorique ausculté de la tête aux pieds. On connaît même la composition de son dernier repas, céréales, cerfs et bouquetins. La momie reconstituée est prisonnière d'une fausse glace en résine polyester au reflet bleu-vert. Au
gré des commandes, Elisabeth Deynes quitte la préhistoire et aborde des périodes plus récentes. Toutankhamon, le marin de la Pérouse, Einstein. Physicien de génie, Albert Einstein a porté sur le monde un regard parfois désenchanté. La paléontologie balbutiait et Lucie reposait encore dans les sables de Lafar en Éthiopie. Face à face improbable entre deux personnages centraux de l'histoire de l'humanité que seule Elisabeth peut réunir en un même lieu. Un lien entre le passé et le futur. Elisabeth prépare l'avenir en faisant enregistrer ses personnages en 3D avec un scanner laser. Créer une collection de personnages en réduction n'est plus une utopie. Envahie par sa passion dévorante pour la préhistoire de l'homme, attirée vers les nouveaux outils de la haute technologie, elle rêve de voir un jour Lucie marcher, comme le font déjà les robots humanoïdes japonais. J'ai été absolument attirée par le début des films de science-fiction, d'effets spéciaux, toutes ces métamorphoses de visage, toutes ces nouvelles techniques de moulage et de matériaux souples. En même temps qu'elle s'initie à la sculpture virtuelle, une application artistique de la chirurgie du futur, Elisabeth Deynes aime à imaginer l'homme en 2500. Elle termine là son long voyage de 7 millions d'années, en attendant de nouvelles découvertes. Révolution technologique et évolution de l'homme vont de pair. La science va-t-elle engendrer des êtres hybrides, mi-homme, mi-robot, des robots plus intelligents et réplicables à l'infini? Prendront-ils le pas sur un homme dépassé par ses propres créations et qui finirait par disparaître ?